Salut à tous et bienvenue dans cette troisième partie de la FAQ que j'avais commencé il y a je sais pas combien de temps. Et donc comme vous le voyez, ça met longtemps, mais c'est pas parce que ça imprime lentement, non, c'est pas pour cette raison. Mais c'est juste parce que c'est une horreur à trier, alors du coup j'ai pas pu faire ce que je voulais faire, enfin j'ai essayé de le faire, c'est-à-dire en gros trier par catégorie, etc. En fait je vais continuer à utiliser des catégories qui n'ont aucun sens. Cette fois-ci la catégorie c'est ceux qui ont édité leur message, c'est-à-dire ceux qui ont modifié leur message après l'avoir publié, parce que c'était plus facile à trier de la liste. Dès que je voyais le truc avec marqué modifié dessus, et bien hop c'était parti pour un truc à rajouter dans mon fichier texte. Les autres suivront sûrement d'ici quelques temps. Alors comme vous le voyez, c'est l'occasion de ressortir la vieille Stylus Color 440 couleur, c'est une couleur, c'est pas une noir et blanc. C'est juste que là j'ai décidé d'imprimer en noir et blanc parce que j'ai plus que ça comme couleur à l'intérieur qui fonctionne. Donc elle fonctionne bien, c'est une machine qui est franchement extrêmement fiable pour son âge, c'est juste impressionnant. Un petit peu dur à configurer de nos jours vu qu'elle utilise un port parallèle et que utiliser les adaptateurs port parallèle vers USB c'est absolument affreux parce que ces adaptateurs sont pas particulièrement fiables. Alors si vous entendez des bruits bizarres, c'est parce que les pages restent coincées dans le truc à cause du pied de caméra qui prend de la place. Donc je vais vous laisser là et je vous retrouve juste après avec mes feuilles en main. Alors me voilà avec les questions, et donc on commence avec Xplane Pilote qui me demande donc que penses-tu de la politique d'Apple, prix élevé, etc. pour un produit pas si bon que ça, me dit-il. Eh bien oui, je suis plus ou moins d'accord avec rien que cette petite phrase-là, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que en Chine, on peut trouver des téléphones bas de gamme, et je dis bien bas de gamme, qui sont plus performants sur tous les points que l'iPhone 4S, qui est encore vendu de nos jours au-dessus de 400 €. Au-dessus de 400 €, il continue à vendre l'iPhone 4S, ce qui est absolument ridicule. En plus de ça, il y a aussi d'autres problèmes, moi, que je trouve un peu scandaleux avec ce que fait cette marque, notamment au niveau de ses téléphones. C'est par rapport au port propriétaire à 2 balles qu'ils utilisent, ou tout simplement le fait de ne pas pouvoir changer sa batterie. C'est pas des trucs que je trouve particulièrement géniaux, notamment le fait de pas pouvoir changer sa batterie, parce que ça gêne pas que dans le sens où on aurait forcément besoin de changer la batterie au bout d'un certain nombre d'années, même si c'est le cas, c'est-à-dire au bout de 3 ans, une batterie au lithium-ion ou lithium polymère, comme ils utilisent, c'est exactement le même problème. Elles finissent par s'user et donc du coup il faut la changer pour que ça fonctionne, et ça c'est un truc voilà quoi. Pourquoi on peut pas changer la batterie? Bonne question, à vous de vous poser la question vous-même. Vous comprendrez tout de suite que c'est très certainement parce qu'ils veulent vous en vendre à nouveau quand la batterie fonctionnera plus. Et bon, c'est un peu con parce que voilà quoi, il suffirait juste de faire en sorte que comme n'importe quel téléphone qui existe, on puisse enlever l'arrière du téléphone, ce qui n'a jamais posé de problème à qui que ce soit, donc je sais pas trop pourquoi ils ont pas fait ça. Et puis il y a aussi le principe des micro-SIM, ce genre de trucs, ainsi que la plateforme fermée, notamment le système d'exploitation qui empêche de faire ce qu'on a envie de faire avec. Ensuite, d'où est venue l'idée de te lancer sur YouTube? Je sais pas si j'ai déjà répondu à ça, mais je vais y répondre à nouveau. Comme je disais, j'ai pas eu vraiment l'idée de me lancer sur YouTube, quoi. Il y a pas eu un déclic de genre, c'est Paul qui avait commencé à faire des vidéos, et puis un jour, je me suis lancé tout simplement à faire une vidéo parce que j'avais un sujet qui m'intéressait, mais sinon, j'avais pas forcément envie de faire des vidéos sur YouTube. J'ai même jamais eu envie de faire des vidéos sur YouTube. C'est le fait d'en avoir fait une comme ça, sans vraiment avoir eu envie, comme ça, juste, comme je le disais, comment on dit ça, juste par entraînement, quoi, par effet d'entraînement, quoi. Paul fait des vidéos, alors du coup je me suis dit tiens, je vais en faire une parce que j'ai trouvé un truc drôle, et puis voilà, ça m'a lancé de lui-même, et c'est ça qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube, plus que le fait d'avoir eu envie d'en faire avant même de commencer. Ça c'est le genre de, j'avais pas franchement envie de faire des vidéos à l'origine, et donc du coup ça s'est fait par accident, on va dire. Ensuite, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui s'appelle RiDS avec 2 i, des Z plutôt, me dit as-tu entendu parler du HSA venant d'AMD? Alors oui, ça c'est un truc qui est sorti depuis que la vidéo que j'avais donnée pour m'envoyer des questions en gros est sortie. Et bien donc du coup maintenant on sait un peu plus de quoi il s'agit, alors qu'au moment où vous m'avez posé cette question c'était plus énigmatique. Mais en fait c'est tout simplement faire en sorte qu'il y ait des ressources qui soient partagées entre la carte graphique, enfin entre le GPU intégré dans leur processeur et la partie CPU, notamment l'accès à la RAM. Et bon voilà, c'est tout bête, et ça peut permettre d'augmenter les performances, si bien entendu un programme est capable d'utiliser à la fois le GPU et le CPU, sinon ça n'a absolument aucun intérêt.
Alors il dit que ça aurait des chances d'exploser Intel, etc., etc. Personnellement, je pense pas, parce que il faut déjà que les programmes rattrapent le concept, et de toute façon, si cette technologie a du succès chez AMD, Intel va faire comme à l'époque du 64 bits, c'est-à-dire va reprendre à leur compte ce qu'a fait AMD, quoi. Bon, ils vont avoir du mal à rattraper le coup si ça se démocratise très rapidement, et que en effet ça permet un gros boost de performance. Mais Intel a des ressources, alors ils peuvent sortir à mon avis des octocœurs sans aucun problème. Ils peuvent baisser les prix de leurs processeurs actuels, parce que s'ils baissent pas les prix de leurs processeurs actuels, c'est pas parce que c'est impossible de les baisser, c'est tout simplement parce que ils sont comme ça, ils sont assis sur leur truc, sur leur mine d'or, quoi, et enfin voilà, quoi, ils se font plaisir, quoi, ils sont contents, quoi, c'est la fête pour eux, l'argent tombe dans leur cagnotte, enfin c'est un truc de dingue, quoi. Alors que de toute façon, de nos jours, on peut faire des processeurs qui sont beaucoup plus puissants que les leurs pour pas très cher, hein. Je veux dire, il y a des ARM par exemple dans le domaine, le vrai domaine qui vraiment, comment dire, a du poids sur l'informatique de nos jours, c'est les smartphones et les tablettes. Et là, Intel est en train de se faire bousiller, mais complètement, quoi. Donc c'est pas non plus la panacée pour eux, mais quand il s'agit de PC, genre PC portable et et aussi les les tours et ce genre de trucs, les serveurs, etc. Ils sont rois là-dedans. Alors bon, ils vont pas avoir de grosses difficultés à faire quoi que ce soit, et ils font pas beaucoup d'efforts, ça on peut quand même se l'admettre. Donc ensuite Rafla 147 donc me dit pourquoi fais-tu une vidéo disant que le i5 4670K était mauvais niveau overclock alors que le mien s'overclock à 4,4 GHz en restant à des températures honnêtes. Oui, bah ça c'est tout simplement parce que 4,4 GHz bah, c'est à peu près le maximum de ce processeur avant que le mécanisme interne qui limite la consommation d'énergie, parce que les VRM, c'est-à-dire les composants qui gèrent la gestion de l'énergie à l'intérieur du processeur, eh bien ces composants-là sont intégrés dans le processeur maintenant, au lieu d'être sur la carte mère, donc du coup ils prennent beaucoup moins de place, etc. Et surtout, ils sont pas capables de donner autant d'énergie. Donc du coup, au bout d'un moment, au niveau de l'overclock, c'est pas tant un problème de température et ce genre de truc, c'est quand on utilise tous les cœurs d'un i7 ou d'un i5 de génération Haswell, eh bien on se retrouve à tirer tellement d'électricité dedans que, en gros, ces VRM intégrés au processeur disent hop, ralentis un peu, moi je peux pas suivre. Et donc du coup, ça fait en sorte qu'au bout d'un certain niveau, d'overclock, le processeur ne gagne plus de performance, voire au contraire il baisse de performance par rapport à une fréquence plus basse tout simplement. Donc ça fait que c'est pas franchement un bon processeur pour l'overclock à cause de ça. Je sais pas trop s'ils ont réglé le problème de nos jours, parce qu'il paraît qu'il y a une nouvelle version du Haswell qui est en préparation, qui est même déjà sortie, qui prétend régler ce problème. Pour information, j'en sais rien du tout, j'ai pas pu tester ça pour l'instant. Donc voilà pourquoi j'ai fait une vidéo là-dessus, tout simplement parce que c'est vrai, et voilà, 4,4 GHz c'est plus ou moins le maximum de cette machine-là. Si on overclock plus que ça, on se rend compte que dans beaucoup de cas, quand on utilise l'intégralité des processeurs, enfin des cœurs du processeur, eh bien on se retrouve à avoir des performances plus basses plutôt que des performances plus hautes, ce qui est un petit peu bête quand même, parce que c'est pas vraiment le but de l'overclock. Le but de l'overclock, c'est pas de dire j'ai une très grosse fréquence. Mais mon dieu, ça sert à rien, non, c'est pas fait pour ça, une overclock, c'est pas un truc genre de masturbation intellectuelle pour dire moi j'ai la plus grosse et tout ça, alors que c'est faux. Non, logiquement c'est fait pour économiser un petit peu sur l'argent du processeur, pour pouvoir avoir un meilleur processeur que celui-là pour lequel on a payé, pour 3 fois rien, quoi, tout simplement. Donc maintenant, Mars XYZ me dit quels sont tes films préférés. J'ai déjà répondu à ça, tiens. Faut voir ça dans une autre vidéo. Ensuite, Victor me dit tu joues à des MMO, point d'interrogation. Non. Tout simplement pas du tout. J'ai pas dû jouer à un seul MMO plus de quelques minutes, tout simplement parce que j'aime pas ce type de jeu, parce que tout simplement ça bouffe trop de temps, et moi du temps je préfère le consacrer à des passions, des trucs comme ça, des choses qui m'apportent réellement quelque chose d'un point de vue personnel, plutôt que tout simplement jouer à des conneries pendant des années et des années. J'ai l'impression que c'est de l'anti-vie tout simplement. Après vous faites ce que vous voulez, bien entendu, c'est juste que moi je trouve que je perds mon temps si je fais des trucs de ce genre. Donc ensuite, Antoine Pain me dit salut, j'ai une question. À chaque fois que je mets à jour le noyau Linux de mon serveur, je suis obligé de recompiler un pilote. Comment faire pour que ça se fasse automatiquement? Alors
c'est bizarre déjà qu'il y ait besoin d'ajouter un pilote à l'intérieur de ton serveur. Je sais pas ce qui gère ce pilote-là, mais enfin bon voilà. Si t'as plus de précision, ça m'aiderait. En tout cas, il y a un truc qui s'appelle DKMS, je crois, qui est tout simplement un truc qui a été fait par Dell, qui permet d'automatiser la compilation d'un pilote à chaque installation de de nouvelles versions du noyau. C'est utilisé notamment par Ubuntu pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle version du noyau, et bien ça recompile le module qui est donné avec le pilote propriétaire Nvidia ou ce genre de truc, et ça fonctionne plutôt pas mal. Alors faut regarder si tu as une distribution par exemple qui intégrerait ce pilote là directement sous forme de paquet DKMS, donc du coup il y aura plus besoin de se poser cette question là, ou tout simplement intégrer directement dans le noyau, parce que je pense que tu auras plus vite fait de trouver une version de Linux qui intègre directement ce pilote, enfin une distribution Linux qui intègre directement ce pilote plutôt que de recompiler ça à chaque fois. C'est un peu relou, j'en conviens, et moi personnellement j'ai jamais eu ce genre de problème, donc vraiment je serais curieux de savoir quel pilote tu as à recompilé, parce que si c'est sur un serveur, je sais pas trop ce que ça peut être. Si c'est un pilote de carte réseau, ils sont tous intégrés sans aucun problème. Peut-être que tu utilises une vieille version de Debian ou un truc comme ça, alors c'est pas intégré. Dans ce cas-là, je te conseillerais de passer à Debian Testing ou des trucs comme ça, enfin bon. Et de rester sur cette nouvelle version jusqu'à ce qu'elle devienne stable. Logiquement, c'est ce que font les gens en entreprise, donc il n'y a pas de risque de faire ça au niveau personnel. Enfin, je veux dire, personnellement. Donc voilà. Ensuite, quelqu'un me dit salut, pourrais-tu faire une vidéo qui explique les hertz sur les télés à LED pour savoir quel modèle prendre. Bon, enfin franchement, les hertz sur une TV, etc., sur une télé, je comprends pas très bien le coup de plus de 100 Hz. Alors déjà plus de 50 Hz je comprends pas très bien, parce que ça sert à rien d'avoir autant d'images par seconde. Ça fait 50 Hz par information, ça fait normalement 25 images par seconde. Et encore, ça doit faire normalement, si c'est une résolution en P, c'est-à-dire 720p, 1420p ou ce genre de truc, normalement c'est carrément 50 images par seconde. Donc avoir 100 images par seconde, 200 images par seconde, 400 images par seconde, non, je pense que ça a aucun intérêt, même si c'est la moitié moins, vu que c'est, vous savez, un rafraîchissement non uniforme, eh bien 200 images par seconde, c'est complètement ridicule, ça sert à rien du tout. L'œil humain ne reconnaît que entre 23 et 24 images par seconde. Le cinéma, quand vous allez au cinéma, vous avez que 24 images par seconde qui sont affichées. Et quand vous regardez un DVD, c'est 25 images par seconde. Quand vous regardez un Blu-ray aussi d'ailleurs. Donc ça sert vraiment à rien d'avoir une télé qui puisse faire plus d'images par seconde que ce que vous lisez dessus vous permet de lire tout simplement. Donc je sais pas si je ferai une vidéo là-dessus, en tout cas je pense pas ça utile. Et j'ai pas assez de recul pour vous dire si c'est vraiment utile ou non, mais a priori, franchement, j'ai encore l'impression que c'est un de ces trucs marketing qui servent vraiment à rien du tout. Alors, Walter White me pose une question sur Breaking Bad. As-tu regardé Breaking Bad, et si oui, as-tu aimé la série? J'ai regardé les 2 premières saisons, j'ai pas encore continué la série, j'ai pas eu le temps, mais parce que en fait, j'attends que Paul m'ait rattrapé pour qu'on puisse parler de ça ensemble. Mais sinon, oui, c'est une très 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 bonne série, et franchement, personnellement, même s'il y a quelques petites lacunes par-ci par-là, comme toutes les séries télé, hein, de toute façon, c'est normal, eh bien, franchement, c'est une série que je trouve particulièrement intéressante. C'est pas forcément tout le temps réaliste comme d'habitude, c'est une série, mais personnellement, ça a tendance à me garder en haleine plutôt convenablement, donc j'ai envie de dire que c'est une série que je peux qualifier de très bonne. Et voilà, ensuite, une nouvelle question de Yannick Fernandez, donc... qui me pose la question, super ton idée de fax, et de fac, pas de fax, hein, non j'ai pas envie de... même si c'est un peu à ça que ça ressemble d'ailleurs, j'y pense, à chaque début de vidéo, je faxe mes questions via le biais d'une imprimante. Enfin bon, super ton idée de fac, et voici ma question, donc... Que fais-tu quand tu ne fais pas de vidéo? Une hobby, une passion, un hobby, une passion, ce que je vous montre en vidéo, c'est plus ou moins mes passions réelles dans la réalité, parce que en fait, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de choses hors vidéo, mais dès que je sens que ça peut faire une bonne vidéo, je prends la caméra, je la pointe au truc, et j'en profite pour faire une vidéo. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, comme hobby, j'en ai plein d'autres que je n'ai jamais montré en vidéo, mais j'arrive pas à me rappeler quoi exactement, parce que moi en fait j'ai des passions très sporadiques. C'est-à-dire qu'en gros, il y a toujours la grosse passion qui me suit depuis toujours, quoi. C'est-à-dire l'électronique, l'informatique, ce genre de trucs, le bricolage, ce genre de choses. Mais ensuite j'ai des points où je me focalise dessus pendant une période de temps assez limitée, genre 2 mois je suis à fond dans un truc, puis 2 autres mois je suis à fond dans un autre truc, et ça dure pas assez longtemps pour que je puisse me rappeler exactement quoi. Qu'est-ce que j'avais fait l'autre fois?
Je sais pas. Enfin bon, bref, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Alors maintenant, Ismail X3 me demande slip ou caleçon. Slip généralement, mais sinon je vois pas trop l'intérêt de cette question, mais c'est pas grave, c'était la question inutile. Allez, on passe à une autre. Scare 714 me dit d'où vient ton pseudo Electronic Arts. Alors ce pseudo là, mais tout simplement venu pour la chaîne à Paul en fait, parce que c'était pas du tout en rapport avec l'électronique à l'origine, c'était juste, au contraire, c'était en rapport avec le jeu vidéo. C'était pour cette raison qu'il y avait ce petit jeu de mots qui fait penser à une entreprise, un éditeur de jeux vidéo donc. Et en fait l'idée, ça m'est tout simplement venu quand j'étais parti me coucher tout simplement, et puis en plein milieu de la nuit je me suis dit oh, une idée de pseudo, je l'ai noté, c'est tout, c'est resté comme ça. Franchement c'était pas terrible comme histoire par rapport à ce pseudo là, mais voilà, c'était l'histoire vraie de ce pseudo. Donc ensuite Maël Nibelheim, je crois que c'est Maël Nibelheim, à moins que ce soit un C, c'est pour ça que j'arrive pas à voir bien. Il me demande, es-tu plutôt aigredou ou piment d'Espelette? Plutôt aigredou. Je sais pas trop ce que ça veut dire encore une fois, j'ai peut-être encore dit une bêtise, mais en tout cas c'était encore une question bizarre. Donc Olivier de Carglass 7860 me dit une GTX 770 serait bottleneck à partir de quel CPU Intel. Alors ça c'est une question que j'entends, enfin qu'on pose assez souvent, c'est quand est-ce que le CPU viendra à brider une carte graphique, etc. Pour information, aucun CPU ne bride aucune carte graphique dans le neuf, parce que au final une carte graphique et un GPU, je veux dire un processeur, un CPU et une carte graphique, un GPU dans ce cas-là, jouent dans des catégories complètement différentes. Donc du coup, même un meilleur GPU dans une configuration toute pourrie fera toujours un petit gain, voire même un gros gain parfois d'images par seconde, tout simplement parce que c'est pas vraiment limité par le processeur. Ça peut être limité par le processeur, mais en gros ça vous permettra d'augmenter le nombre d'images par seconde maximum que vous aurez, enfin ça permettra d'augmenter la moyenne, ce genre de truc. Mais au final, à processeur constant égal, vous pouvez changer de carte graphique 3, 15, je sais pas combien de fois, vous aurez toujours un gain modeste, sauf si votre config est vraiment trop à la ramasse, et avec des cartes graphiques trop haut de gamme. Mais sinon, pour une GTX 770, à mon avis, même un Celeron aura de meilleures performances avec ce truc-là qu'avec une carte graphique plus modeste comme une 750, un truc comme ça, ou 650, je sais pas même pas si la 750 existe. Je sais pas du tout. Enfin bon, une carte graphique vraiment plus modeste, et il y aura toujours un gain, quoi. Donc c'est pas, y a pas ça n'agit pas d'une façon si brute, quoi. Il y a pas un gros palier genre on prend une carte graphique, on en prend une autre, on a exactement le même nombre d'images par seconde, on prend un autre processeur, et là d'un coup on a de meilleures images par seconde. Non, ça fonctionne pas exactement comme ça. Donc, une autre question de Jordi 1489 qui me dit comment tu trouves ton matériel informatique à part dans les poubelles, car j'aimerais bien me choper un peu de matos comme toi, merci. Alors, la plupart des trucs que j'ai, surtout les plus anciens, datent il y a beaucoup de temps, c'est-à-dire à l'époque où ça coûtait rien d'acheter ça sur eBay, parce que de nos jours, de toute façon, ça coûte un peu trop cher d'acheter ce genre de vieux PC, tout simplement sur eBay, quoi. C'est le genre de truc que je te conseillerais pas forcément d'acheter un vieux Pentium 2 ou ce genre de truc. Donc je vous conseille de faire les brocantes, ça peut être une bonne chose, mais sinon, il y a pas vraiment de truc. Faut avoir été là à l'époque où ces machines existaient, faut avoir utilisé ça réellement. Parce que avoir du vieux matos comme ça, à part dans les poubelles en étant un peu chanceux ou ce genre de truc, souvent les gens qui vendent ça sur eBay en plutôt bon état essaieront de vous vendre ça beaucoup trop cher pour ce que c'est, sauf si vous tombez sur une annonce de quelqu'un qui est à peu près honnête, quoi. Enfin ça peut se trouver, quoi. Donc je vous conseille le marché de l'occasion, bien entendu, parce que c'est impossible de trouver ce genre de truc autrement, hein, de toute façon. Les brocantes, ça peut être une très bonne idée. Sinon pour du truc, des choses assez neuves, assez récents, personnellement non, des trucs plus récents, genre des Pentium 4, des Athlon X2, des Pentium D, les premiers corps de Dieu et tout ça, souvent c'est la famille qui les donne après ne plus s'en servir, ou tout simplement les poubelles. Là c'est vraiment une bonne ressource, une bonne source même de PC dont plus personne se sert, qui sont entre deux eaux, c'est-à-dire avant de coûter cher parce que c'est trop vieux, et après avoir coûté cher parce que c'est assez récent pour être encore vendu à un prix honnête. Maintenant voilà, quoi. Donc voilà, personnellement j'ai pas vraiment de conseils spécifiques à part de regarder sur eBay et Le Bon Coin, ça peut être aussi une très bonne idée, surtout si vous êtes prêt à vous déplacer. Et voilà, les brocantes. Alors, Aiden me pose comme question,
Que penses-tu de l'avenir du hardware et surtout celui des processeurs? Alors, pour ce qui est du hardware, donc, je pense que les tours et ce genre de trucs vont continuer à exister. C'est bon, même s'il y a de grandes chances que ça cible de moins en moins le grand public en gros, et que en gros ça ne vise plus que le public averti, disons. De toute façon, comme les tours par le public averti et surtout monter soi-même, quoi, eh bien il y a de grandes chances en effet que les tours dans les supermarchés soient de plus en plus petites, de moins en moins configurables, de moins en moins modifiables, de moins en moins bidouillables, tout simplement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, des mini tours ou des trucs à la con comme ça qui intéresseront plus du tout les utilisateurs normaux. Et qu'en gros, les tours fabriqués soi-même, en gros, montés soi-même, ou montés par des petites entreprises, ou des trucs comme ça, avec des pièces choisies, ou montés par rapport à une liste de pièces, vous savez, vous passez commande, etc., et puis il y a une entreprise qui fait le montage pour vous, ce genre de truc, risque de devenir la norme pour les tours. Et bon, personnellement, je pense pas que ça changera énormément du coup, même si, comme je le disais, les ordinateurs portables et les tours continueront sûrement à en prendre un coup pendant encore quelques temps, le temps que toutes les personnes qui peuvent se satisfaire d'une tablette ou de son téléphone pour toutes les fonctions basiques d'un ordinateur, oui, eh bien passe à ça plutôt que de rester sur tout simplement un ordinateur complet, quoi. Et en plus de ça, les tablettes, notamment la nouvelle version d'Android, la toute dernière, 4.4, qui est sortie il y a déjà un petit moment, mais en tout cas cette version-là ajoute le support des imprimantes. Donc on est vraiment pas très loin pour qu'une tablette puisse remplacer complètement un ordinateur portable. Donc voilà, je pense que ça va aller de plus en plus vers là. C'est surtout les netbooks qui risquent de disparaître en premier. Ce sont des ordinateurs qui ont plus trop d'intérêt au final, pas assez puissant pour pouvoir faire ce qu'on a vraiment envie de faire avec un vrai ordinateur, et avec un système d'exploitation inadapté pour une configuration aussi faible. Donc il y a de grandes chances que les netbooks disparaissent petit à petit, bon pas totalement bien entendu, mais que ça devienne moins la norme que c'était il y a déjà quelques temps. D'ailleurs on voit déjà cette pente vers le déclin de ce type d'ordinateur se dessiner depuis un bon moment déjà. Mais sinon, l'avenir des processeurs, je pense que ça va arrêter d'avancer beaucoup. D'ailleurs, c'est déjà le cas depuis encore un moment, donc je suis pas devin là-dedans. Mais que je pense que les prochains processeurs vont de plus en plus aller vers la baisse de la consommation, plutôt la baisse de la consommation, plutôt que de continuer à augmenter en performance. Parce que faut quand même se le dire, si on arrive à faire avec un téléphone portable avec un processeur qui est pas plus puissant qu'un Pentium 2, pratiquement l'intégralité de ce que l'on peut faire avec un ordinateur ultra puissant de nos jours et ce genre de truc, ça veut dire que les performances d'un ordinateur n'ont plus besoin de progresser, ça sert vraiment plus à rien, sauf comme je le disais pour certains rares trucs, genre encodage vidéo, ce genre de trucs. Même pour les jeux, c'est plus très utile, parce que quand on voit ce qu'on peut faire sur une tablette, on se rend compte qu'au final, un petit peu d'optimisation au niveau du software ne ferait pas de mal du tout à ce type de truc, et permettrait à des jeux très ambitieux de pouvoir tourner sur des configurations beaucoup plus faibles. Donc du coup, franchement, je pense en effet que la course à la gourmandise de plus en plus va finir par s'éteindre. D'ailleurs, les processeurs, contrairement à ce qu'essaye de prétendre Intel ou ce genre de truc, les processeurs haut de gamme n'ont jamais autant consommé que ça. Si on se rappelle des Pentium 2 ou des Pentium 3 ou des trucs comme ça, ils avaient besoin d'un radiateur qui était microscopique. Je vais en avoir un sous la main dans le coin. Voilà un radiateur de Pentium 3, en l'occurrence 900 MHz, hein, donc une version assez performante du Pentium 3. Et voici maintenant, quand j'aurai posé ce truc, le radiateur qui est donné, et ça compte pas le ventilateur qui est lui aussi 15 fois plus gros que celui qui est donné avec l'autre truc. Voici, avec, comme vous le voyez, un fond ainsi que une grande partie en cuivre, et énormément de broches, prend beaucoup plus de place. Ce truc-là était sur un Core i5. Donc vous voyez un petit peu le truc, hein. Un Core i5 pas très performant en plus, hein. C'était le bas de gamme des Core i5. Donc vous voyez un petit peu l'idée, quoi. Ça c'est le gros bloc de métal qui te donne avec ce processeur pour le refroidir, et c'est le strict minimum, parce que ce que donne Intel avec le processeur, c'est de la grosse merde, hein. Donc vous voyez un petit peu le truc. Ça aussi c'était plus ou moins à peu près le strict minimum, non, un petit peu plus que le strict minimum. Il y en avait des encore plus petits que ça, qui étaient 1 cm plus bas. Pour les Pentium 3, c'était plus ou moins ce qu'ils donnaient aussi avec, enfin là c'était pas donné avec, c'était dans un ordinateur Packard Bell, mais ce qu'ils donnent avec n'était pas beaucoup mieux, et donc vous voyez un petit peu, quoi. Ça permettait de refroidir un processeur haut de gamme de l'époque, et l'autre truc c'est pour refroidir un milieu de gamme de notre époque. Donc vous voyez un petit peu l'idée, quoi. Les processeurs chauffent beaucoup plus et donc consomment plus aussi, vu que les deux vont ensemble, qu'à l'époque précédente. Donc merde, j'ai perdu mes questions. Ah non, elles sont derrière moi.
Donc voilà pour cette question, et comme vous avez pu le voir, oui, on peut faire certainement des efforts sur la consommation, même si ça voudrait dire qu'on sacrifie un petit peu des performances, il y a de grandes chances qu'on soit bénéfique à ce niveau-là. Un gros truc aussi qui serait bien, ce serait que les ARM finissent par se standardiser et devenir aussi modulaires et aussi, compatible quoi que les PC actuels, c'est-à-dire qu'on puisse installer n'importe quel système d'exploitation sur une plateforme ARM, etc. et que les armes comme ça puissent combattre à armes égales, haha, blague drôle, les processeurs Intel et les processeurs AMD sur le segment des PC fixes, vous voyez, des tours ou ce genre de truc. Ça serait très drôle à voir, et personnellement je pense que ça serait pas mal, parce qu'on pourrait voir des machines qui à performance égale, il y en a un, elle a même pas besoin de ventilateur, pendant que l'autre elle a un gros radiateur et un ventilateur par-dessus qui fait pas mal de boucan. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée, quoi, parce que les ARM, ils sont faits dès le départ, directement dans la constitution du processeur, dans son architecture, pour la basse consommation, alors que les processeurs Intel et compagnie, ils utilisent des systèmes qui sont complètement dépassés, qui datent d'une époque, et en interne, les processeurs de type Intel et AMD, etc., quoi, en gros, ils utilisent des technologies qui sont similaires aux ARM, mais derrière un truc qui permet de faire la conversion entre ce qu'utilisaient autrefois les applications comme instruction et ce qu'ils utilisent en interne dans le processeur. Donc du coup, ça fait beaucoup de trucs qui servent à rien dans le processeur, qui chauffent et qui est inutile, quoi, tout simplement, et qui en plus de ça bousille un peu de performance par rapport aux performances idéales que l'on aurait pu si les programmes parlaient directement d'origine le même langage que le processeur. Donc du coup ça fait beaucoup de pertes en performance et en consommation qui quand on utilise un ARM tout simplement à côté, ben voilà quoi, il y a pas photo, on obtient des mêmes performances pour beaucoup moins. Bon après les ARM sont pas construits par Intel, donc ils ont pas non plus toutes les ressources qu'Intel peut mettre sur la table, notamment en matière de manufacturation, je sais pas comment dire ça en français, mais enfin en gros quand ils fabriquent les processeurs, ils utilisent des technologies qui sont plus en avance que les fonderies qui font des processeurs de type ARM, même celles des armes les plus avancées, notamment ceux de chez Samsung, des trucs comme ça, ou de chez Qualcomm, utilisent pas des technologies aussi avancées que ce que l'on peut avoir dans les derniers atomes. Et c'est comme ça que les derniers atomes peuvent réussir à rester à peu près, je dis bien à peu près, aussi peu consommateurs que des armes. Mais c'est raté, quoi, quand même, dans un sens. Parce que on le sent qu'ils chauffent, ces processeurs-là. Quand on en a eu un, genre, je sais plus si c'était le Razer i ou des trucs comme ça, il était plutôt chaud comme téléphone portable. Alors maintenant une question de L3Xu97, alors je sais pas trop comment ça se prononce, me demande donc pourrais-tu montrer comment on overclock un processeur Intel actuel non K? Eh ben non, je le ferai pas, tout simplement parce que ça sert à rien. On peut augmenter un petit peu les performances, etc., mais pas de manière significative, de telle manière à ce que ça se ressente dans la réalité et dans son utilisation globale. Donc personnellement, je ne montrerai pas ça parce que ça sert à rien du tout, et en plus de ça, ça incite les gens à faire des choses qu'ils ne comprennent pas forcément, et là, dans ce cas-là, pour un résultat qui n'en vaut pas la peine. Donc du coup, personnellement, je préfère ne pas expliquer comment faire, surtout que, comme je le disais, ça sert à rien du tout. Vous pouvez par exemple vous débrouiller vous-même à regarder comment c'est fait, c'est déjà expliqué des milliers de fois sur internet. Mais encore une fois, si vous voulez overclocker votre processeur, achetez un AMD, ou tout simplement achetez un processeur Intel avec un K à la fin, parce que sinon, il n'y a pas de raison, ça servira à rien, vous faites ça complètement en pure perte. Donc maintenant, quelqu'un d'autre qui ne veut pas forcément que je prononce son pseudo parce qu'il m'a pas dit quoi que ce soit dessus, à ce propos, me demande que penses-tu des sites de performance matériels comme Can You Run It ou des trucs de ce genre, c'est-à-dire des sites de performance qui en gros utilisent des bases de données dont on sait même pas comment ils les font eux-mêmes. Eh bien personnellement je trouve ça complètement ridicule parce que je vois pas du tout comment ils font pour savoir quoi que ce soit, et souvent ils utilisent des benchmarks, et encore, s'ils disent ce qu'ils utilisent, des benchmarks qui sont complètement dépassés, ou encore pire que ça, des trucs qui ne représentent absolument rien par rapport aux vraies performances de ce qu'on utilise, c'est-à-dire qu'en gros ça n'a aucun intérêt, absolument aucun intérêt. Regardez des vrais tests, ça remplace pas un vrai testeur, même un mauvais. Donc je vous jure franchement, regardez pas ça sert à rien du tout. Il y a beaucoup d'autres sites de ce genre là. Donc passons à une autre question. Yankee 311 me dit tu bosses dans l'informatique ou c'est juste une passion? Ah, c'est juste une passion, en tout cas pour l'instant. Si quelqu'un veut m'embaucher, pourquoi pas, mais sinon c'est juste une passion pour l'instant. Et serait-il possible, enfin comme tu le sens, de faire aussi des vidéos et comparatifs sur des composants, sur les composants des consoles, des consoles de jeux récentes? Ah, je croyais que c'était des consoles ou des jeux récents. Mal lu la question. Donc, qu'est-ce que... Ouais, d'accord.
Je sais pas si ça serait vraiment utile, c'est marqué un peu partout sur internet ce genre de truc. Par contre, ouais. Et puis j'ai pas vraiment envie de démonter une console qui coûte assez cher parce que déjà que ces machines coûtent cher pour ce que c'est, alors si en plus je dois me mettre la garantie au cul, je sais pas si ça serait une très bonne idée. En tout cas, je pourrais faire une vidéo théorique là-dessus, mais je sais pas si ça serait vraiment très utile. Encore une fois, parce que en plus on me reprocherait de faire ça seulement en théorie, même si bon, je me base jamais sur rien pour dire ce que je dis. Mais sinon, oui, voilà, ça serait pas forcément une très bonne idée. Je pense pas que ça serait une bonne idée du coup. Du tout, franchement, et encore une fois, ces consoles-là sont pas très performantes, et enfin surtout si on considère la Wii U dans les générations de consoles actuelles, et bon, je sais pas si c'est très utile. Par contre, sur des vieilles consoles, ça pourrait être intéressant parce que je peux les démonter sans risquer quoi que ce soit. Mais voilà, je sais pas si c'est très utile encore une fois, parce que ces consoles-là, c'est pas vraiment ce qu'elles contiennent en interne qui est intéressant, c'est ce qu'arrivent à en faire les développeurs. Et bon, ça peut tout changer. On peut avoir une console qui est très bien en théorie, comme la Sega Saturn par exemple, et qui est en pratique toute pourrie, ou des consoles qui, comme la PlayStation 2, sont en théorie au niveau du développement aussi pourries que la Sega Saturn en matière de difficulté de développement, mais comme les développeurs se sont sortis les doigts du cul, ils ont réussi à en faire quelque chose de génial. Ou encore une autre fois, un autre truc, l'Xbox 360 en théorie est moins performante que la PlayStation 3. En pratique, au final, la PlayStation 3 était celle qui montrait le plus de faiblesses dans la majorité des jeux, c'est-à-dire qu'en gros, on avait plus de jeux qui pouvaient ramer sur PlayStation 3 que sur Xbox 360. Donc au final, ça n'a absolument aucun rapport avec les performances réelles que les composants ont dans le ventre, quoi. Donc je sais pas si ça serait très utile encore une fois. Donc Antoine Pain me dit pourrais-tu faire une vidéo sur les alimentations Advance, Eden, etc. pour voir la qualité des composants que les constructeurs mettent dedans. Alors j'ai pas un panel assez grand d'alimentation de merde, donc voilà, si il y en a quelques-unes que vous voulez m'envoyer, allez-y. Par contre, si j'en ai pas assez, je pourrais pas forcément comparer les marques de merde. Par contre, je peux en ouvrir une, hein. J'ai une LC Power et j'ai aussi une Advance, non, une Eden. Une Eden qui marche encore, enfin à peu près, une deuxième exactement du même modèle qui a tous les câbles coupés au bout, comme vous l'avez pu le remarquer dans une vidéo. Et donc sinon ouais je peux démonter ça, mais sinon je sais pas s'il y a même pas besoin de les démonter en fait pour se rendre compte que les composants en interne sont tout pourris. Si vous avez regardé une vidéo que j'avais fait sur un PC que j'avais trouvé dans les poubelles dans un état honteux, celui où la lime était coupée en deux, j'avais fait une seconde vidéo où je vous montrais un petit peu ce qu'était une lime no name quoi, au bout de quelques années. Et je l'avais branché, je l'avais allumé et vous avez vu qu'elle a pu mettre à peu près 1 minute à s'allumer, c'est-à-dire qu'en gros à rester comme morte pendant 1 minute et au bout d'un moment elle s'allume. Ça veut dire que les condensateurs sont tellement usés qu'il leur faut plusieurs charges pour enfin atteindre une capacité suffisante pour faire démarrer la machine et faire démarrer la lime sans avoir absolument rien de branché au bout de la lime. Donc si c'était une carte mère branchée au bout de la lime, ça à mon avis elle aurait jamais démarré. Enfin vous voyez un petit peu l'idée quoi, c'est à peu près le concept du truc. C'est que vraiment ces alimes-là, elles sont vraiment pourries. Donc Hugo Rumel me dit comment vois-tu le futur de l'informatique? Alors j'en ai un peu parlé avant, mais je vais en reparler un petit peu. Donc le futur de l'informatique, pour information, pour moi, je pense que ça va aller de plus en plus vers des trucs basse consommation et plus petits, mais ça va jamais faire disparaître, à mon avis, les grosses tours et ce genre de trucs, parce que tout le monde, il y aura toujours des gens pour avoir besoin d'un ordinateur puissant. Après, peut-être que ça risque de faire augmenter le prix des processeurs performants et ce genre de trucs, vu qu'ils finiront peut-être par avoir plus aucun intérêt. Alors, donc, un truc, moi, que personnellement, je vous encourage à faire, c'est d'acheter des processeurs comme les i5 4670K ou 3570K ou des FX 8350, surtout le FX 8350, pour encourager l'industrie et surtout AMD à continuer à sortir des processeurs performants. Parce que si il y a plus personne pour les acheter et que tout le monde se cantonne au bas de gamme, et ben le haut de gamme va finir par monter au niveau des prix. Et ça risque d'être un problème. Et surtout aussi ça risque d'encourager tout simplement les développeurs de jeux de tout simplement se focaliser sur des consoles, enfin des ordinateurs qui soient à peu près comme les consoles, c'est-à-dire avec des bonnes cartes graphiques mais des processeurs un peu pourris. Donc du coup ça risque de complètement en fin de compte tout simplement faire en sorte de faire au niveau technique les jeux vont plus vraiment progresser, à part peut-être dans les optimisations au niveau du software, mais encore une fois Windows ne permet pas vraiment de faire de bonnes optimisations au niveau du software parce que Windows lui-même est pas tellement optimisé quoi. Donc au niveau de DirectX et tout ça, il y a beaucoup de gens qui
partent à OpenGL, donc ça montre à quel point, surtout qu'OpenGL n'est pas optimisé du tout sous Windows non plus, ça montre à quel point Windows fait peu d'efforts là-dessus, et donc je vous encourage plutôt à acheter une machine puissante plutôt que de tout simplement avoir des programmes qui sont mieux foutus. Et bon, alors il y a deux possibilités, donc c'est ou que ça continue dans ce domaine-là, et donc il faudra toujours des machines très puissantes pour jouer à des jeux qui sont pas forcément extrêmement beaux graphiquement, parce que des fois il y a des trucs qui sont comme Battlefield 4 qui sont complètement optimisés avec les pieds, quoi, ou comme GTA 4 quand il était tout juste sorti, ou ce genre de trucs. Et voilà quoi, des jeux qui sont complètement, enfin ils se foutent de nous par rapport aux performances qu'ils attendent de votre PC. Ou il y a une autre possibilité, c'est que les jeux passent de plus en plus sur console, tablette, smartphone et compagnie, ainsi que sur des trucs comme la Steam Machine ou des trucs comme ça. C'est-à-dire en gros, ça ferait comme un PC normal, mais ça fonctionnerait plutôt sur SteamOS, donc des machines que vous montez vous-même et vous installez SteamOS dessus. Ça pourrait être une bonne chose parce que là on pourrait enfin travailler sur l'optimisation au niveau du software. Et ça pourrait vraiment faire en sorte que même des machines relativement modestes permettent quand même de faire en sorte que au niveau de la qualité graphique et ce genre de trucs, ça continue à augmenter dans la bonne direction. Donc les deux possibilités sont tout à fait convenables, et moi personnellement je préfère la deuxième possibilité, même si encore une fois, il y a encore des trucs comme par exemple la modélisation 3D, ou des trucs comme le montage vidéo, l'encodage vidéo, ce genre de trucs que je fais toujours, qui par contre risquent d'être problématiques si dans le futur, eh bien les processeurs performants n'existent plus vraiment, et on doit obligatoirement se cantonner à des trucs qui seraient, disons, assimilables aux moyens de gamme actuels. C'est-à-dire en gros des processeurs pratiquement aussi puissants que les processeurs haut de gamme actuels en fin de compte. Donc voilà, ça risque de poser de légers problèmes à ce niveau-là pour un cœur de cible très restreint. Mais bon, encore une fois, on sait pas comment l'avenir va évoluer, et il y a de grandes chances aussi que l'encodage vidéo ou le montage vidéo lui aussi participe à, soit amélioré par des trucs comme par exemple l'encodage hardware ou l'accélération par le processeur graphique. Donc avoir un processeur peu puissant risque de devenir plus du tout un problème si c'est la carte graphique qui fait tout le boulot quand on fait des rendus 3D avec Blender, ou quand on fait des encodages vidéo ou des montages vidéo, ce qui ferait qu'au final avoir des processeurs puissants n'aurait plus aucun intérêt quoi qu'il arrive dans l'avenir. Et donc du coup, ben voilà, de toute façon, c'est toujours comme ça, l'avenir a tendance à solutionner les problèmes de lui-même petit à petit, donc on verra comment l'avenir sera fait, et il y aura de grandes chances que ce soit pas aussi mal qu'on peut l'imaginer si ça se dirige dans la mauvaise direction. Donc maintenant, Barbie Chétif, tiens, quelqu'un qui regarde ma chaîne depuis très longtemps, mais que j'ai pas l'impression qu'il me suive depuis très longtemps, très certainement parce que je commence à avoir beaucoup d'abonnés, donc comme c'est une sorte de personne un peu bizarre, Barbie Chétif, qui a la jalousie facile, disons, même s'il ose pas se l'avouer, eh bien, il y a de grandes chances que ce soit pour cette raison qu'il ne passe plus fréquemment ici. Et donc il est passé par là pour, bien entendu comme d'habitude, donner une petite goutte de son venin, et donc me dit, comme d'habitude en se cachant derrière son petit doigt, de se faire derrière son petit doigt, donc je cite, question d'Elmo, qu'est-ce que ça fait de quoi? Qu'est-ce que ça te fait au slip de déchirer, de dépasser Gérard en termes d'abonnés sans avoir eu recours à ces méthodes? Oui, bon, j'avais pas relu la question, mais l'intro que je viens de donner à Barbie Chétif, visiblement, convient exactement avec ce qu'il m'avait envoyé. Oui, bon bah voilà, comme je le disais exactement, hein, Barbie Chétif, toujours à regarder le nombre d'abonnés, hein, et regarder qui a la bite la plus longue. Personnellement, j'en ai absolument rien à foutre d'avoir un gros nombre ou un petit nombre d'abonnés, du moment que les gens qui me regardent ne me prennent pas pour un con, ou encore mieux, puissent avoir une discussion intelligente avec moi, pas une discussion qui se termine en polémique stupide, ou encore une fois en fanboyisme de premier degré. Donc j'en ai un petit peu rien à faire, et quand je vois comment a évolué la chaîne du dit Gérard en question, qui est en fait une ancienne connaissance, disons, commune à Barbie Chétif et à moi d'ailleurs, allez, on va le citer, c'est Psyodélique, quelqu'un qui visiblement a, bon c'est vrai qu'il a un petit peu abusé sur pas mal de trucs pour, des trucs un peu sans scrupules pour réussir
avoir une chaîne qui monte rapidement dans les 10 000 abonnés plus ou moins, mais bizarrement, ça fait presque un an qu'il stagne à ce niveau-là, tout simplement parce que une fois qu'on a graissé la patte à tout le monde, une fois qu'on a réussi à bien se faire voir de tous les plus grands pour qu'ils fassent de la pub pour toi, eh bien, c'est bien de se faire, de bien se faire voir vis-à-vis des autres youtubeurs. Mais c'est pas les autres youtubeurs ton public. Le public, ce sont les gens qui regardent réellement les vidéos. Et les gens qui regardent vraiment les vidéos, ils en ont rien à foutre de ce que les gens disent de ta chaîne. Enfin, les autres youtubeurs. Ce qui compte, c'est si ce que tu fais comme vidéo leur plaît ou non. Et si ça leur plaît pas, eh ben ça leur plaît pas. Si ça leur plaît, eh ben ça leur plaît. Donc, peu importe que l'on fasse faire de la pub à tout YouTube pour réussir à bien se faire connaître de partout. Maintenant, bon, peut-être qu'il se fait connaître de partout, mais il s'est aussi fait détester d'un peu partout. Donc, c'est absolument excellent. Voilà, c'est le genre de truc, encore une fois, que, comme je le disais, pour mettre moi aussi ma petite goutte de venin à l'édifice de poison, eh bien, me font dire que j'ai bien fait de faire ce choix-là dès le début, dès la première fois, parce que comme je vous l'ai dit, encore une fois, YouTube, moi je suis rentré dedans plus ou moins accidentellement, et depuis le début, je me suis dit, ce genre de truc, ça me saoule, j'en ai rien à foutre, s'il y a quelqu'un qui me dit de faire un truc sur YouTube que j'ai pas envie de faire, eh ben je ne le fais pas. Genre, si j'ai pas envie, par exemple, de m'inscrire à son site bizarre, etc., pour faire de la pub ou ce genre de truc, et ben je ne le ferai pas. S'il faut que j'aille par exemple graisser la patte à tel ou tel youtubeur que j'aime pas pour avoir des vues, ben je ne le ferai pas. Ce genre de truc, moi personnellement, j'ai pas envie de faire la quête, quoi, de faire l'aumône pour réussir à obtenir quoi que ce soit en vue. Et comme j'ai pu le remarquer, ben certes pendant les 3 premières années j'étais en dessous de 1000 abonnés, même pendant les 2 premières années j'étais en dessous de 200 abonnés. Et ensuite, eh bien, au final, ça permet de faire 2 années d'entraînement, tout simplement, et 3 années même d'entraînement, où je me suis tout simplement entraîné à faire mieux des vidéos, à avoir une meilleure aisance à l'oral, et au final, ça paye de tout simplement essayer de faire ce qu'on peut, de faire le mieux possible, et puis de ne pas se soucier de tout ce qu'il y a autour. Et en plus de ça, c'est une mauvaise chose de se faire connaître trop vite à l'époque où on débute. Si on débute, donc on n'est pas bon, tout simplement. Mes premières vidéos sont pas bonnes, et encore, il y a encore même pas un an, je sais qu'il y a des vidéos qui sont vraiment beaucoup moins bonnes que ce que je peux faire maintenant, et que petit à petit, je me surprends encore à progresser, alors que à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai l'impression que ce sera le maximum que je pourrais faire. Et au final, on fait toujours mieux. Donc si on se fait connaître trop vite, trop mal, eh bien au final, on finit par se faire connaître avec des choses nulles, tout simplement. Et donc du coup, les gens, ils viennent, ils regardent, ils trouvent que c'est nul, ils se barrent, et jamais plus ils reviendront. Si au contraire, on se fait connaître petit à petit à la vitesse la plus lente possible, on déçoit moins de personnes, à mon avis. Et donc du coup, il y a plus de gens, peut-être un peu influents parfois, qui risquent de regarder ta chaîne. Et quand je dis un peu influents, ça veut dire qu'il y a des gens qui spontanément ont envie de dire du bien de ta chaîne, et non pas des gens qui, en gros, par cercle d'influence, ont envie de parler de ta chaîne, parce que ça, c'est vraiment un poison, quoi. On finit par connaître plus que les chaînes gros marketing et tout, plutôt que de connaître les petites chaînes sympathiques qui, de toute façon, se prennent pas la tête, quoi. Et c'est moi-même, quand je cherche des chaînes, je parle pas pour moi en disant ça, mais quand je cherche des chaînes sur YouTube, j'arrive pas à trouver des trucs qui me plaisent en France. Parce qu'en France, ça fonctionne comme la politique, j'ai l'impression. C'est vraiment des cercles d'influence, c'est un truc de dingue. Et ça me plaît pas, quoi, du tout, mais c'est juste un truc de taré, quoi. Moi, je préfère comme ça que ça marche au mérite. Et en Amérique, ça marche beaucoup mieux comme ça. C'est-à-dire que si on regarde des chaînes américaines, il y a beaucoup de chaînes qui ont commencé comme ça, totalement humbles, et qui ont fini très haut, sans jamais se casser la tête à faire des trucs qui leur passent en travers de la gorge. Enfin voilà, j'ai jamais compris ça. Donc une autre question de Parbichetive, donc, et cette fois-ci qui se cache pas derrière Elmo, quelle est la meilleure config pour jouer au jeu de Morpion, Vine ou Ubuntu? Je ne répondrai pas à cette question, c'est n'importe quoi. Comme d'habitude, Barbichétif, c'est quelqu'un qui a la polémique facile et jamais au bon endroit. Voilà, quoi, parce que il faut, quand on parle d'un truc, il faut en parler sérieusement, surtout quand c'est quelque chose de grave. Là, c'est rien, mais c'est pour dire, quoi. Je veux dire, quand on part avec de l'ironie de ce genre, on sait plus où se trouve l'humour et où se trouve le sérieux. Et voilà, c'est pas bon, quoi. Il y a des gens qui prennent trop au sérieux, tout est n'importe quoi. Moi-même, quand je fais des traits d'humour, des fois, on se rend pas compte. Mais, enfin, il y a des gens, ils se rendent pas compte, je veux dire. Et donc, ils se mettent à m'insulter pour des trucs ridicules, comme par exemple, qu'est-ce que c'était déjà? Quand j'avais dit une connerie, à propos d'un faux iPhone, quand j'étais en train de jouer à ce truc. Ah oui, j'avais parlé
de iTunes qui servait tout simplement à Apple pour se faire des iTunes, et il y en a qui ont vraiment pas pris du tout ça, comment dire, enfin bon, ils ont pris ça un peu trop au sérieux, alors que franchement, quand on fait un jeu de mots ridicule comme ça, je suis désolé, c'est juste un jeu de mots. Bon, après, il y a quelque chose de vrai derrière quand même, hein, c'est que, bon, voilà, c'est la plateforme fermée d'Apple qui permet de, voilà, quoi, vous voyez un peu l'idée, quoi. Mais sinon, faut pas y voir trop loin dans ce genre de truc. Par contre, voilà, quoi, et après, comme je le disais, il y a l'art et la manière, et encore une fois, des fois, je me surprends à dire des trucs que je n'aurais pas dû dire. Encore une fois. Donc Satan 13700 me dit donc Intel ou AMD pour le processeur. Quelle est ta configuration actuelle, donc ma config actuelle, pour reprendre son abréviation, et pourquoi Linux, et merci pour toutes tes vidéos. Alors déjà merci à toi de la regarder, et ensuite Intel ou AMD pour le processeur. Personnellement je préfère AMD parce que c'est moins cher pour à peu près les mêmes performances, mais encore une fois, comme je le dis très souvent, ça s'inverse très souvent. C'est-à-dire qu'en gros, en ce moment c'est plutôt AMD pour moi depuis déjà presque un an, et avant c'était Intel, avant c'était AMD, avant c'était Intel, avant c'était AMD, enfin bon, ça s'inverse très souvent. Donc il y a des chances que ça repasse à Intel un de ces jours, d'ici pas longtemps. Donc voilà, ça c'est toujours un truc. Quelle est ma configuration actuelle? Donc un AMD FX 8320, parce que c'est un octocœur facile à overclocker et qui coûte vraiment pas cher pour ce qu'il donne, surtout que moi je l'ai eu à 115€, ce qui était vraiment pas cher. Et ensuite, pour la carte graphique, c'est un truc à la con, c'est une Radeon HD 5450, c'est-à-dire en gros une carte graphique vraiment faite seulement pour la bureautique, le multimédia, ce genre de truc, lire des vidéos en HD et tout ça, mais pour jouer c'est trop peu, c'est moins bon que ce qui est intégré à l'intérieur du processeur AMD A10 par exemple, voire même des AMD A8. Donc voilà, c'est vraiment le basique du basique. Mais moi, comme je fais pas de jeu sur cet ordinateur, ça ne sert à rien d'avoir mieux que ça, et en plus de ça c'est passif, donc du coup ça fait aucun bruit, et il n'y a pas besoin de s'occuper du fait que le ventilateur marche bien, soit dépoussiéré, ce genre de truc. Franchement, personnellement, j'aime beaucoup les cartes graphiques passives pour cette raison-là. Ensuite, pourquoi Linux? Eh ben parce que je trouve que Linux donne, comment dire, permet de tirer le meilleur parti de tous les ordinateurs que j'ai pu utiliser depuis toujours, c'est-à-dire qu'en gros, je trouve que ça rame moins, en gros que les performances, quoi, qui en ressortent sont meilleures, à part peut-être pour Flash Player. Flash Player en gros tourne un petit peu moins bien sous Linux que sous Windows, parce qu'il est moins optimisé, c'est un truc propriétaire à la con, donc bien entendu, ils font pas d'efforts, et donc ça marche moins bien sous Linux que sous Windows, mais ça marche suffisamment bien pour que, à partir d'un corps de duo, on n'ait même pas besoin de se soucier de quoi que ce soit à propos de ça, peut-être sauf si on regarde en 1080p par exemple. À la limite, peut-être que là, on peut remarquer que c'est peut-être pas si bien optimisé que ça. J'ai pu utiliser ce truc-là en 480p sur un Atom, et comme je dis, un Atom de première génération, ceux qui sont très lents, et franchement, ça suffisait largement, donc bon... Enfin voilà, quoi. De toute façon, avec un écran pareil, on n'a pas forcément envie de regarder du 720p sur les petits écrans 10 pouces qu'il y a sur ce genre de PC, donc voilà, bon, bah c'était pas un gros problème, en tout cas, ça suffit largement. Moi, j'ai jamais eu de problème à utiliser Flash Player sous Linux, et puis je trouve ce système d'exploitation tout simplement plus simple à utiliser. Bon, certes, il y a toujours la première barre à franchir, c'est-à-dire le temps de prendre l'habitude de tous les concepts Linux plutôt que les concepts Windows, exactement comme on doit s'habituer à macOS quand on vient de Windows, ou s'habituer à Windows quand on vient de macOS, ou ce genre de truc, hein, ça a toujours été comme ça. Mais comme on paye avec Windows ou comme on paye avec macOS, eh bien les gens ils persévèrent, quoi, ils veulent se justifier d'avoir payé un prix exorbitant pour ce truc-là, quoi. Et donc du coup ils persévèrent jusqu'à s'habituer, jusqu'à se persuader que c'était bien. Sous Linux, comme c'est gratuit, et bien souvent les gens ils abandonnent rapidement parce qu'ils font pas d'efforts, quoi, tout simplement. Et ça, je trouve ça dangereux comme mentalité, donc faites un effort si vous essayez un nouveau truc, pas forcément pour les systèmes d'exploitation, je veux dire pour tout ce qui est moins cher qu'un autre truc, genre par exemple un truc sous Android, un téléphone portable à 50€, etc. On voit que les défauts d'abord, etc. parce qu'on l'a payé moins cher, enfin ce genre de truc, alors qu'au contraire il faudrait se focaliser sur le bon point, c'est-à-dire on n'a rien payé et le téléphone marche quand même super bien pour le prix, ou ce genre de truc. Enfin vous voyez un petit peu ce que je veux dire, quoi, c'est le genre de truc, quoi, qui est psychologique par rapport au prix, et ça c'est pas bon, quoi. Et donc qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Oui, pourquoi Linux? Bah, personnellement, depuis que j'utilise Linux, c'est-à-dire en gros j'ai utilisé Linux à partir de 2001, un truc comme ça, puis ensuite je suis passé à autre chose, puis ensuite je suis revenu à Windows XP jusqu'en 2006, et ensuite je suis passé à Linux Ubuntu. Et depuis Ubuntu, j'ai jamais changé de distribution Linux. Et pourtant,
J'en ai essayé plein d'autres. Et avant Ubuntu, j'ai pas arrêté de changer de distribution Linux. Hein. Pour information, j'avais jamais vu ça. J'ai jamais utilisé un système d'exploitation pendant aussi longtemps, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent que Ubuntu et tout ça, c'est pas si bien, et tout ça, c'est pas génial, etc., etc., etc. Personnellement, j'ai jamais rien eu à reprocher à ce système d'exploitation, à part peut-être un relatif problème par rapport à certains matériels un peu exotiques ou certains matériels un peu mal foutus comme le Bluetooth notamment, ou le Bluetooth comme certains préfèrent le prononcer. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, cette technologie de toute façon que je déteste parce que je la trouve très bancale dès le départ, et ce dès ma première clé Bluetooth que j'ai dû acheter, je sais pas, en 2005 ou 2004, je sais plus la date vraiment, ma première clé Bluetooth, j'ai trouvé cette technologie tellement pourrie, tellement bancale, tellement compliqué sans aucune raison que franchement personnellement j'évite cette technologie là. C'est vraiment de la merde. On peut trouver des souris sans fil qui utilisent pas cette technologie, des claviers sans fil qui utilisent pas cette technologie, on peut trouver des casques sans fil qui utilisent pas cette technologie, et à chaque fois c'est mieux, parce que même quand le Bluetooth marche très bien, on a toujours des problèmes, notamment un décalage son image ou des trucs comme. Et voilà, c'est fini, et vous avez sûrement deviné à quel point je peux détester cette technologie qui est le Bluetooth, ou prononcer autrement, hein, peu importe, il n'y a pas de manière plus ridicule de le prononcer, hein, Bluetooth, tout ce que tu veux, c'est toujours aussi ridicule. Enfin bref, la dernière question, on va pas arrêter sur cette fameuse tradition, hein. La dernière question sera toujours une question ridicule, et cette fois-ci on m'a demandé est-ce que je peux faire une quenelle. Et oui, je peux faire une quenelle, et comme vous pouvez le voir, je peux même en faire plusieurs. C'est un bon plat de quenelle à la tomate, au basilic et aux petites olives, c'est vachement bon, et personnellement je préfère mes quenelles de cette façon-là, et bien entendu c'est à votre goût, hein. Si vous les préférez à la sauce fraîche ou je sais pas quoi, avec du fromage ou j'en sais rien, ou peut-être avec de l'oseille, enfin bref, eh bien je peux vous dire maintenant salut à tous et à la prochaine, hein, et si vous avez à nouveau besoin de conseils culinaires, n'hésitez pas à demander.